Il était minuit pile, pas le moindre avertissement, aucune sirène, aucune alerte sur aucun appareil connecté à travers tout le territoire national. Rien, juste le ciel au-dessus d'Israël qui s'est fracturé en une fraction de seconde, illuminé par des centaines de détonations simultanées qui ont transformé l'obscurité nocturne en un spectacle que personne, absolument personne sur cette planète, n'avait jamais observé auparavant. Et au moment précis où le premier esprit humain a tenté de comprendre ce qui se déroulait sous ses yeux, le mal était déjà intégralement accompli. L'Iran venait d'exécuter ce que les analystes militaires du monde entier qualifient désormais comme l'attaque surprise la plus techniquement sophistiquée de toute l'histoire de ce conflit depuis son tout premier jour. Et le terme surprise est dramatiquement insuffisant pour décrire la réalité de ce qui s'est produit cette nuit-là, parce que ce que l'Iran a déployé ne relevait pas simplement de l'inattendu. C'était une opération délibérément, méthodiquement, chirurgicalement conçue pour devenir totalement imparable dès la seconde où le mécanisme avait été enclenché. Voici exactement ce qui s'est passé. Et pourquoi chaque événement qui en a découlé modifie de manière fondamentale et irréversible l'ensemble des équilibres à compter de cet instant précis. L'Iran a frappé le territoire israélien avec des missiles à sous-munitions exactement à minuit, l'heure morte. Cette fenêtre temporelle très spécifique où les temps de réaction humains sont au plus bas, où les équipes chargées des systèmes de défense antiaérienne fonctionnent en mode de vigilance minimale, où la totalité de la population civile se trouve plongée dans la phase la plus profonde du sommeil. Un unique missile a pénétré l'espace aérien israélien. Le système radar, dont les capacités avaient déjà subi une dégradation considérable, l'a détecté. Une seule menace entrante. Le protocole standard d'interception s'est activé de façon automatique, exactement comme il était programmé pour le faire. Et c'est précisément à cet instant que ce missile s'est ouvert en plein vol, directement au-dessus du territoire israélien. Des centaines de têtes distinctes se sont séparées et ont plongé simultanément sur de multiples cibles au même moment. Immeubles résidentiels, infrastructures critiques, zones de déploiement du personnel militaire et du renseignement. Le système défensif calibré pour intercepter un seul et unique projectile avait déjà épuisé la totalité de sa capacité de réponse à l'instant même où il avait réagi à la menace initiale. Et lorsque la fragmentation des têtes s'est produite, il n'existait plus strictement aucune possibilité d'intervention. Rien d'autre à faire que de regarder les sous-munitions s'abattre sur des cibles préalablement déterminées avec une précision glaçante. Mais l'Iran n'a pas agi seul cette nuit-là. Et c'est ce point qui change absolument tout dans l'analyse. Pour la toute première fois depuis le début de ce conflit, le Hezbollah et l'Iran ont déclenché leur frappe de manière simultanée, coordonnée, parfaitement synchronisée, frappant Israël depuis deux axes distincts sans qu'aucun avertissement ne soit parvenu suffisamment tôt pour avoir la moindre utilité concrète. Au nord d'Israël, les missiles du Hezbollah ont atteint des zones qui n'avaient pas subi un tel niveau de bombardement depuis plusieurs mois. Depuis l'Est, les ogives à sous-munitions iraniennes ont touché des objectifs dans les régions centrales et méridionales du pays. Deux fronts, une seule nuit, zéro alerte utile. Prenez un instant pour mesurer le degré de coordination opérationnelle qu'une telle synchronisation exige. On ne parle pas ici d'une coïncidence temporelle. On parle d'une planification militaire conjointe d'un niveau de sophistication que très peu de coalitions dans l'histoire contemporaine ont démontré avec une telle efficacité en conditions réelles de combat. Le gouvernement israélien lui-même a publiquement reconnu ce que les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient déjà au monde entier. Le système d'alerte précoce ne fonctionne plus correctement. Le réseau radar, ayant perdu entre 25 et 30% de sa puissance opérationnelle initiale, n'est plus en mesure de détecter et de transmettre les données relatives aux menaces entrantes avec une rapidité suffisante pour que la population civile puisse atteindre les abris, ou pour que les dispositifs défensifs puissent réagir avec une quelconque efficacité réelle. L'État qui avait bâti l'architecture de protection civile la plus avancée technologiquement de toute la planète informe désormais ses propres citoyens que cette architecture est brisée. Cet aveu direct, ouvert, officiel, émanant du gouvernement israélien lui-même, constitue la concession militaire la plus significative prononcée depuis le commencement de ce conflit jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est que le point de départ de ce qu'il est impératif de décortiquer et d'analyser en profondeur. Voici maintenant le tableau opérationnel complet qui explique pourquoi cette nuit a eu lieu à cette date précise et non à une autre. L'Iran met en œuvre un cycle d'attaques quotidien, méthodiquement réparti sur chaque segment horaire de la journée. Le matin, ce sont les infrastructures des États du Golfe et les installations pétrolières qui sont visées. L'après-midi, les frappes se dirigent vers Bahreïn, le Qatar, les actifs navals dans les eaux de la mer d'Arabie. Le soir, ce sont les installations militaires américaines en Irak et dans la zone du Golfe au sens large qui sont ciblées. Et à minuit, Israël. Ce n'est ni une escalade chaotique, ni une série de provocations aléatoires.
Il s'agit d'une campagne structurée au millimètre, architecturée pour maintenir chaque cible sous une pression continue et simultanée, sans accorder la moindre fenêtre véritable de récupération entre une attaque et la suivante. On assiste à l'application d'une doctrine militaire de saturation temporelle dont l'objectif est d'empêcher tout adversaire de reprendre son souffle, de recharger ses systèmes ou de réorganiser sa posture défensive. Les systèmes de défense antiaérienne saoudiens répondent à l'attaque matinale et entament leur cycle de reconstitution. Mais avant même que cette reconstitution ne s'approche de son achèvement, la vague suivante est déjà en route depuis une direction entièrement différente vers une cible entièrement différente. Aucun système défensif individuel ne dispose du temps nécessaire pour réapprovisionner ses stocks de munitions, réorienter ses capteurs ou effectuer les réparations indispensables à son bon fonctionnement. Prenons le cas concret de la base militaire américaine en Irak. Les images de drones publiées au cours des dernières 24 heures illustrent de manière saisissante ce que cela signifie en pratique sur le terrain. Des complexes logistiques entiers, des structures de commandement, des centres d'approvisionnement, tout a été réduit en décombres. Il ne s'agit pas de dommages superficiels ou cosmétiques. C'est la destruction opérationnelle totale d'une installation dont la construction à partir de zéro avait nécessité des milliards de dollars d'investissement et de longues années de travail acharné. Des années et des milliards anéantis en quelques heures. Parlons maintenant de la réalité du stockage pétrolier, car elle a déjà franchi le seuil théorique d'alerte critique. Chaque État du Golfe accumule en ce moment même le pétrole qu'il extrait, mais qu'il est incapable d'expédier vers ses acheteurs, parce que le détroit d'Ormuz est fonctionnellement fermé au transit maritime. Les capacités de stockage possèdent des limites physiques absolues qu'aucune volonté politique, aucun arrangement financier, aucune ingénierie logistique ne peut contourner ni ignorer. L'Irak, le plus vulnérable de tous les producteurs de la zone, dispose d'environ 6 jours de capacité résiduelle. Le Koweït, 14 jours. Les Émirats et le Qatar, entre 15 et 20 jours. L'Arabie Saoudite, premier producteur de la région, dispose d'approximativement 60 jours de marge, mais ce compte à rebours tourne déjà sans interruption depuis plusieurs semaines. Lorsque les réservoirs atteindront leur capacité maximale, la production ne ralentira pas progressivement. Elle s'arrêtera net, complètement. Et le jour où cela se produira, le prix mondial du pétrole ne grimpera pas de manière graduelle et ordonnée. Il s'envolera verticalement. Les analystes qui, il y a 3 semaines à peine, discutaient d'un baril à 150 $, modélisent désormais des scénarios dépassant les 200 $, en se fondant exclusivement sur l'arithmétique brute des volumes de stockage disponibles et de leur vitesse de remplissage. Oman, l'un des États les plus discrets et les plus diplomatiquement mesurés de l'ensemble du Golfe Persique, vient de briser ce silence d'une manière sans précédent depuis des années. Le gouvernement omanais a publié une déclaration officielle exigeant l'arrêt immédiat des hostilités. Le fond de leur message adressé à la communauté internationale était d'une clarté tranchante. Assez, c'est assez. Quand Oman s'exprime avec ce degré de franchise et de fermeté, cela véhicule une signification profonde que seuls ceux qui connaissent la tradition diplomatique de ce pays peuvent pleinement apprécier. Cela signifie que même les acteurs les plus prudents, les plus réservés, les plus patients du paysage régional sont parvenus à la conclusion inévitable que les dégâts ont atteint un seuil au-delà duquel la diplomatie passive, celle qui opère silencieusement dans les coulisses, qui négocie dans les salons feutrés, n'est tout simplement plus en mesure de contenir la situation. Récapitulons un instant la séquence pour bien en saisir la gravité cumulée. Le Hezbollah et l'Iran frappent en parallèle au cours de la même nuit sur 2 fronts distincts. Le système d'alerte précoce d'Israël présente des défaillances ouvertes et reconnues officiellement. Une base américaine en Irak gît en ruine. 6 jours de réserve pétrolière subsistent chez le producteur le plus exposé du Golfe. Et Oman prononce publiquement ce que chaque gouvernement de la zone se disait en privé depuis des semaines dans des conversations de plus en plus angoissées. La nuit qui vient de s'écouler n'a pas été le point culminant de ce conflit. Elle a constitué un signal dépourvu de toute ambiguïté, envoyé par l'Iran et ses alliés. La phase suivante est déjà enclenchée. Et cette phase suivante survient sans avertissement exploitable, à minuit, depuis 2 directions simultanées, avec une précision qui dépasse ce que la plupart des observateurs pensaient possible il y a encore quelques semaines. L'Azerbaïdjan vient de recevoir un avertissement formel de la part des forces armées iraniennes. Pas une note diplomatique nuancée. Pas un message transmis discrètement par des canaux de communication confidentiels. Un avertissement militaire direct, intégralement public, dénué de la moindre ambiguïté. Retirer le personnel de renseignement et militaire israélien opérant depuis le territoire azerbaïdjanais, ou faites face à des conséquences spécifiques et concrètes. L'Azerbaïdjan n'est pas un État du Golfe. Ce n'est pas un pays arabe. Il partage une frontière directe avec le nord-ouest de l'Iran et entretient depuis de nombreuses années des relations complexes et tendues avec Téhéran.
précisément en raison de ses liens militaires et de renseignements étroits avec Israël. Des contrats d'armement, une coopération en matière de surveillance, l'utilisation du territoire azerbaïdjanais comme plateforme de monitoring des activités iraniennes, tout cela a nourri une méfiance profonde et croissante entre les deux pays voisins. L'avertissement adressé à l'Azerbaïdjan signifie une chose fondamentale. L'empreinte géographique de ce conflit vient de s'étendre vers le nord d'une manière qui ne figurait sur absolument aucune carte analytique il y a encore quelques semaines. Une guerre qui a débuté au Moyen-Orient, qui s'est propagée à la zone du Golfe, qui a attiré des navires de guerre européens dans ses eaux et qui a créé une menace directe pour les travailleurs étrangers à Dubaï vient d'ajouter une ancienne république soviétique située sur la frontière septentrionale de l'Iran à sa liste sans cesse grandissante de points de pression et de lignes de confrontation potentielles. Chaque semaine qui passe, la carte de ce conflit s'élargit davantage. Chaque semaine, de nouveaux noms de pays, de nouveaux corridors stratégiques, de nouvelles vulnérabilités viennent s'inscrire dans l'équation d'ensemble. Il faut maintenant aborder la question de l'eau parce que c'est précisément cet élément qui fait basculer ce conflit de la catégorie économiquement catastrophique vers le territoire d'une urgence humanitaire potentielle d'une ampleur sans précédent dans l'histoire récente de la région. Une installation iranienne de traitement des eaux a été frappée. Une station qui assure la purification de l'eau douce destinée à la consommation de la population civile. L'Iran a immédiatement qualifié cet acte de crime de guerre. Sa réponse a été instantanée et d'une sévérité maximale. Une note d'avertissement formelle a été transmise aux États du Golfe, les informant que leurs propres infrastructures hydrauliques se trouvent désormais sous menace directe et immédiate. Chaque mot de cette communication a été choisi pour résonner avec une gravité que personne dans la région ne pouvait se permettre de minimiser ou de relativiser. Ceci revêt une importance colossale dans le contexte spécifique du Golfe Persique, parce que, contrairement à pratiquement n'importe quelle autre région habitée de la planète, les États du Golfe ne disposent d'aucune réserve naturelle d'eau douce. Leur survie dépend intégralement et exclusivement du dessalement, ce processus technologique qui transforme l'eau de mer en eau potable. Dubaï, Doha, Abu Dhabi, Riyad, Manama, toutes ces métropoles fonctionnent grâce à des usines de dessalement qui constituent leur unique source réelle d'approvisionnement en eau. Sans cette infrastructure, ces villes ne sont pas en mesure de maintenir la vie quotidienne de leur population. Pas pendant des semaines, pendant des jours, quelques jours seulement. La menace iranienne dirigée contre l'approvisionnement en eau du Golfe ne relève pas d'une escalade symétrique ou proportionnelle. C'est une menace existentielle directe pesant sur les populations civiles des villes les plus riches de la surface du globe. C'est l'arme la plus redoutable qui puisse être brandie dans un conflit moderne, parce qu'elle touche au besoin le plus fondamental et le plus irremplaçable de toute vie humaine. Les États du Golfe ont parfaitement entendu cet avertissement et il s'est abattu sur eux par-dessus la somme écrasante de tout ce à quoi ils doivent déjà faire face simultanément. Les capacités de stockage pétrolier approchent de leur limite physique absolue. Les aéroports fonctionnent avec des perturbations sérieuses et croissantes. L'industrie touristique est pratiquement anéantie. Les valeurs immobilières s'effondrent en temps réel, jour après jour, dans des proportions qui stupéfient les analystes du marché. Les travailleurs étrangers évacuent en nombre, tels que les négociations diplomatiques privées dans les capitales de ces États deviennent chaque jour plus urgentes, plus tendues et plus désespérées dans leur tonalité. Le tissu même qui faisait la prospérité et l'attractivité de ces nations est en train de se déchirer sous la pression combinée de menaces qu'aucun planificateur n'avait anticipées dans leur convergence simultanée. Le Qatar a interrompu ses exportations de gaz naturel liquéfié. Laissez ce fait pénétrer véritablement votre conscience pendant un instant. Le Qatar est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux du combustible qui chauffe les foyers en Allemagne, qui alimente les capacités industrielles en Corée du Sud et qui fait tourner la production électrique dans des dizaines de nations à travers le monde. Cette interruption n'est pas encore permanente, mais elle n'a absolument pas besoin de l'être pour engendrer des conséquences cataclysmiques. L'Europe, qui avait coupé le gaz russe après l'invasion de l'Ukraine et s'était réorientée vers le Qatar comme alternative principale, se trouve désormais confrontée à la perte simultanée de ces deux sources majeures d'approvisionnement énergétique externe. Le gaz russe a disparu depuis 2022. Le gaz qatari est interrompu en ce moment même. Les budgets énergétiques des nations européennes étaient déjà poussés à leur extrême limite. Les gouvernements font face à un niveau de vulnérabilité énergétique qui n'avait tout simplement pas existé depuis la crise des années 70 du siècle dernier. Et contrairement à cette crise historique, cette fois-ci, il n'existe en réserve aucun fournisseur alternatif évident vers lequel se tourner. La marge de manœuvre est nulle et le temps pour en trouver une se réduit à chaque heure qui passe. Une déclaration remarquable a été formulée, annonçant qu'une frappe en préparation sera différente de tout ce que le monde a jamais vu auparavant, que l'Iran capitulera.
Sans préciser en quoi consiste exactement cette frappe, quand elle sera exécutée, ni quel est l'objectif final au-delà de cette capitulation que l'Iran, semaine après semaine, a démontré un refus absolu d'envisager sous quelque circonstance que ce soit. Du côté opposé, une déclaration de détermination inébranlable à aller jusqu'au bout a été prononcée avec la même certitude péremptoire. Ce bout est défini comme la neutralisation totale et définitive du potentiel de menace iranien, sans calendrier, sans étapes intermédiaires vérifiables. Uniquement la promesse de poursuivre les opérations jusqu'à l'atteinte d'objectifs que personne n'a décrits avec suffisamment de précision pour qu'il soit possible de déterminer le moment exact de leur accomplissement. On nage dans l'abstraction stratégique la plus dangereuse qui soit. Deux dirigeants, chacun affirmant qu'il ne s'arrêtera pas. Aucun des deux ne définit de façon vérifiable ce à quoi ressemble le point d'arrêt. Et entre eux, une région entière dont les réserves pétrolières s'épuisent, dont la sécurité hydrique s'évapore, dont la capacité exportatrice se tarit et dont les infrastructures qui soutiennent la vie civile quotidienne de millions de personnes se désagrègent. Des millions de gens qui n'ont jamais choisi de se retrouver au cœur de tout cela, qui n'ont jamais eu voix au chapitre dans les décisions qui les ont placés dans cette situation et qui paient néanmoins le prix le plus immédiat et le plus tangible de cette confrontation entre des puissances qui semblent avoir perdu de vue les conséquences humaines de leur obstination. La réponse de l'Iran a pris la forme du lancement de missiles Khaybar-Shekan, de missiles hypersoniques Fatah et de missiles à longue portée cadre contre la raffinerie de Haïfa. Un coup de représailles direct et explicite en réponse aux attaques contre les infrastructures iraniennes de raffinage pétrolier. Usine pour usine, menace contre une station hydraulique en représailles d'une frappe contre une station hydraulique. Missiles à minuit en réponse à des décennies de griefs accumulés n'ayant jamais trouvé de résolution diplomatique satisfaisante. Le taux de change de ce conflit est devenu absolument total dans chacune de ces manifestations sans la moindre exception. Chaque coup porté d'un côté engendre une réplique de magnitude équivalente ou supérieure de l'autre, dans une spirale ascendante dont personne ne semble capable ou désireux d'identifier le plafond. Voici ce qu'aucun journal télévisé, aucune rédaction, aucun média de masse ne rassemble en un seul tableau cohérent, alors que cette synthèse est d'une urgence absolue. Au cours des 48 dernières heures, voici ce qui s'est produit. L'Iran et le Hezbollah ont conduit une attaque surprise synchronisée contre Israël depuis deux fronts simultanément. L'Iran a adressé un avertissement militaire formel à l'Azerbaïdjan. Une installation iranienne de traitement des eaux a été frappée. L'Iran a menacé l'infrastructure de dessalement de l'ensemble du Golfe. Le Qatar a cessé ses exportations de gaz naturel liquéfié vers l'Europe. Une base américaine en Irak a été réduite en ruine par des drones iraniens, comme le confirment les images satellitaires. Le système d'alerte d'Israël a officiellement reconnu qu'il n'est plus capable de prévenir de manière fiable sa propre population. Et Oman a publiquement exigé un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Tout cela s'est déroulé en 48 heures. Ce n'est plus un conflit régional depuis longtemps. Ça ne l'est plus depuis un temps considérable déjà. Mais la vitesse à laquelle de nouvelles dimensions géographiques, économiques et humanitaires viennent désormais s'ajouter dépasse les capacités de traitement et de réponse de tout appareil étatique de gestion de crise existant à ce jour sur cette planète. La guerre a surpassé la capacité de réaction de chaque institution, sans la moindre exception, qui avait été conçue et mandatée pour la contenir. Nous assistons à un débordement systémique en temps réel, où les structures censées gérer l'escalade sont elles-mêmes dépassées par la cadence et l'ampleur des événements. Il est impératif d'examiner vers quoi tout cela converge. Non pas en termes de qui remportera la victoire ou subira la défaite, parce que ce cadre analytique est devenu trop simpliste, trop réducteur pour la réalité multidimensionnelle de ce qui se déroule sous nos yeux, mais en termes de ce à quoi ressemblera le monde de l'autre côté, quel que soit le dénouement final et les circonstances précises de sa survenue. Le Golfe ne sera plus jamais le même. Les villes qui étaient devenues des symboles planétaires de développement ambitieux, avec leurs horizons urbains spectaculaires, leurs aéroports de classe mondiale, leurs centres financiers rutilants et leurs économies touristiques florissantes, ont été fondamentalement et irréversiblement transformées par ce qui se passe. La garantie de sécurité qui avait fait de Dubaï et de Doha des aimants irrésistibles pour les investisseurs et les touristes du monde entier n'était pas un simple slogan marketing ou une promesse creuse. C'était une condition réelle, concrète, méticuleusement construite et entretenue au cours de décennies d'efforts diplomatiques et sécuritaires. Cette condition n'existe plus. Sa restauration, même après un cessez-le-feu complet et durable, exigera des années de travail patient et nécessitera une architecture de sécurité fondamentalement différente de celle qui vient de démontrer son échec de manière spectaculaire aux yeux du monde entier.
Le système du pétrodollar ne sera plus le même. Le mécanisme par lequel le pétrole du Golfe était vendu en dollars et ces dollars recyclés dans des actifs financiers américains a subi des dommages structurels qu'aucun accord de paix ne peut réparer à lui seul. Les fonds souverains des États du Golfe, qui avaient commencé à réévaluer leur position dans les actifs américains il y a quelques semaines, n'ont pas annulé ces réévaluations. Au contraire, elles se sont accélérées et approfondies. Les discussions sur la tarification du pétrole en devises alternatives, qui avaient débuté comme un exercice théorique de salon, se sont désormais transformées en sessions de planification opérationnelle avec des calendriers concrets et des partenaires identifiés. Ces glissements tectoniques ne s'inversent pas une fois qu'ils ont franchi un certain seuil critique. La confiance, une fois rompue à cette échelle, ne se reconstruit pas par décret. La réputation militaire des États-Unis dans la région ne sera plus la même. Aucun dirigeant politique ne l'admettra publiquement, mais chaque état-major du monde a déjà mis à jour son évaluation en se fondant sur les faits documentés et vérifiables de ces dernières semaines. Les systèmes patriotes, longtemps considérés comme pratiquement impénétrables, ont été neutralisés en quelques jours. Un radar évalué à 1 milliard de dollars a été éliminé. Des porte-avions se sont repositionnés, loin des zones de danger immédiat. Les systèmes d'alerte ont vu leur performance se dégrader de 20 minutes d'avertissement à 90 secondes. Ce sont des faits documentés, confirmés par imagerie satellitaire, reconnus à des niveaux officiels. Chaque État qui s'était retenu de défier la puissance américaine en partant du postulat de son invulnérabilité a désormais vu de ses propres yeux comment cette invulnérabilité a été testée dans des conditions de combat réelles et s'est avérée partielle, incomplète, faillible. Les implications géopolitiques de cette démonstration s'étendront bien au-delà de ce conflit spécifique et remodèleront les calculs stratégiques dans des théâtres éloignés de milliers de kilomètres du Moyen-Orient. Et l'Iran, quoi qu'il advienne par la suite, ne sera plus le même pays. Il a simultanément tenu tête aux 2 machines militaires les plus puissantes de la planète sous 4 décennies de sanctions étouffantes. Et il a infligé des dégâts que les analystes de plusieurs nations qualifient comme les plus sévères subis par ses adversaires au cours des dernières décennies. Sa propre population civile a enduré des frappes contre des hôpitaux, des stations de traitement des eaux et des quartiers résidentiels. Le bilan complet des pertes humaines ne sera connu que dans de longs mois. L'Iran a payé un prix énorme, monstrueux, dont l'ampleur humaine défie toute quantification froide. Mais ce qu'il a démontré à la face du monde est sa capacité à combattre, à encaisser des pertes dévastatrices et à poursuivre malgré tout. Cette démonstration possède une valeur stratégique dans l'équation de l'équilibre régional des forces qui survivra à n'importe quel résultat militaire spécifique. Elle a gravé dans les esprits de chaque planificateur stratégique de la région et du monde que ce pays ne peut être ni ignoré, ni marginalisé, ni contraint par la seule force brute. Oman a dit « Arrêtez ». Les États du Golfe transmettent le même message par leurs canaux diplomatiques confidentiels avec un degré d'urgence qui n'existait pas dans leur ton il y a quelques semaines seulement. L'écrasante majorité de l'opinion publique mondiale exprime une position similaire. Des déclarations formelles appelant à un cessez-le-feu résonnent depuis de multiples directions. Certains acteurs observent et attendent avec une patience calculée, pesant leurs options avec la froideur de ceux qui savent que chaque mouvement prématuré peut se retourner contre eux. L'Europe comptabilise ses pertes énergétiques avec un désespoir croissant qui transparaît dans chaque communiqué officiel et chaque conférence de presse. Et les 2 dirigeants, qui détiennent le pouvoir le plus direct de modifier la trajectoire des événements, déclarent qu'ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas atteint un objectif final qu'aucun des 2 n'a défini avec suffisamment de clarté pour que quiconque puisse identifier avec certitude le moment de son accomplissement. C'est la recette même de la perpétuation indéfinie des hostilités. C'est le type de guerre le plus dangereux qui puisse exister, pas celui où les 2 camps comprennent clairement à quoi ressemble la victoire et se battent jusqu'à ce que l'un d'eux l'obtienne. Mais celui où l'objectif est tellement total, tellement absolu, changement de régime, neutralisation complète, sécurité définitive et éternelle, qu'aucun résultat réaliste et atteignable ne peut le satisfaire de manière vérifiable. Et les combats se poursuivent non pas parce qu'ils produisent des résultats concrets, mais parce que s'arrêter signifierait reconnaître ouvertement devant sa propre population et devant le monde qu'ils n'ont pas fonctionné comme prévu. L'histoire possède un nom pour les guerres de ce type, et elles n'ont jamais, pas une seule fois dans les archives de l'humanité, connu un dénouement que quiconque ait pu qualifier de favorable. Le ciel de minuit au-dessus d'Israël était embrasé par les explosions la nuit dernière. Les réservoirs au Koweït sont dimensionnés pour 6 jours supplémentaires tout au plus. L'avertissement concernant la sécurité hydrique du Golfe a été formulé à voix haute. Et quelque part, en ce moment même, à cette minute précise, à Téhéran, à Tel Aviv, à Washington, ceux qui détiennent le pouvoir réel d'arrêter tout ce qui se passe parviennent une fois de plus à la conclusion que le coût de l'arrêt aujourd'hui dépasse le coût de la poursuite pour un jour de plus. Ils se trompent.
Ils se sont toujours trompés dans ce calcul, et ceux qui en définitive paient le prix de cette erreur ne sont jamais ceux qui prennent cette décision. Ils ne l'ont jamais été.